docteur Dalila Belhassan, qui est à côté de moi, qui a fait un travail remarquable pour la préparation de ce congrès et qui est là, donc, avant tout le monde. Donc, là aussi, pour ne pas léser ceux qui sont habitués à suivre notre congrès, nous avons tenu à ce que ça soit en hybride aussi, et avec un accès gratuit. C'est la CPP qui prend en charge tous les frais. Et nous tenons à remercier aussi l'agence qui s'est occupée de tout ça. Donc j'aurai l'occasion de revenir demain et de revenir au niveau de la séance d'inauguration. Je tiens à remercier monsieur le gouverneur d'Anfa, monsieur le Pacha et madame la déléguée de la santé d'Anfa, monsieur le directeur régional, qui, grâce à eux, nous avons le personnel de la délégation qui est là pour faire les tests, comme je l'ai dit, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour le personnel de l'hôtel qui s'occupe de nous, ou bien aussi pour les différents représentants des laboratoires. Donc nous avons pris un petit peu de retard, mais nous allons essayer de le rattraper avec donc en diminuant un petit peu la pause café pour ne pas tarder au niveau de l'inauguration et parce que nous avons une table importante aussi qui est la table sur le Covid de l'enfant. Donc je vais donner la parole à madame le docteur Belhassan, donc qui va appeler les différents que je tiens à remercier les différents résidents et internes qui présentent leurs travaux. C'est important puisqu'on a reçu plus, vous étiez très nombreux malgré la pandémie. On tient à vous remercier. La CPP est là pour tout le monde, encourager les jeunes. Vous êtes l'avenir de la profession et donc on vous remercie infiniment. Merci. Bonjour à tous. Donc on va pas tarder et commencer par la première communication orale avec le docteur Robinski. Je lui donne la parole. Tu as 5 minutes, 6 minutes max. Merci. Aujourd'hui, je vous présente la place du dosage biologique de l'ammonium dans le diagnostic de maladie héréditaire du métabolisme. C'est l'expérience du laboratoire de biochimie du CHU de Casablanca et celle du service de pédiatrie P3 de l'hôpital Harouchi du même CHU. Alors, pour ce faire, nous suivrons le plan suivant. Après une brève introduction et un rappel de façons et méthodes, nous exposons nos résultats, on passera à la discussion, puis enfin la conclusion. Une hyperammonémie correspond à une élévation du taux plasmatique d'ammonium. Celle-ci peut être retrouvée dans diverses situations physiologiques ou pathologiques, y compris au cours des maladies héréditaires du métabolisme. Ces maladies sont très rares, sous-diagnostiquées, très diverses et résultent en général d'un déficit enzymatiques sur l'une des nombreuses voies métaboliques de l'organisme. Elles peuvent affecter plusieurs organes et présenter des tableaux cliniques très variés. Non diagnostiquées à temps, elles entraînent des lésions organiques multiples, à type de lésions tubulaires rénales ou de lésions hépatiques pouvant aboutir à la cirrhose. De ce fait, ces maladies constituent une urgence diagnostique et thérapeutique. Le dosage de l'ammoniémie donc permet d'orienter le diagnostic étiologique et éliminer les diagnostics différentiels de ces maladies. Ce travail porte pour objectif, premièrement, d'orienter le clinicien et le biologiste vers une conduite à tenir devant une hyperammonémie et ensuite de mettre le point sur l'importance du respect des conditions préanalytiques
et du prélèvement et du dosage glycémique de l'ammonium. Alors il s'agit d'une étude rétrospective étalée sur une période de 3 ans et 10 mois, en collaboration clinico-biologique entre le laboratoire de biochimie et les différents services cliniques prescripteurs. Le laboratoire de biochimie a bien veillé sur le respect des conditions préanalytiques qui sont primordiales, à savoir un prélèvement le matin à jeun, après 6 heures de jeûne, et bien sûr tabagisme inclus, et au repos après au moins 2 heures, un prélèvement sans garrot, immédiatement après la pause de celui-ci, un tube prélèvement de type EDTA, un acheminement dans la glace et dans les 30 minutes qui suivent le prélèvement, et bien sûr tout prélèvement hémolysé, ictérique ou lactescent a été rejeté. Quant à la technique de dosage, elle a été faite par technique enzymatique à la glutamate déshydrogénase, initialement sur automate architecte CI 8200, puis ensuite sur automate alinity. Les valeurs de référence étaient entre 31 et 123 mg par litre. On passe au résultat. Alors, notre laboratoire a reçu, durant cette période, 170 demandes de dosage d'ammonium plasmatique, dont 32 étaient significativement élevées. Elles allaient de 126 mg à 770 mg par litre. L'âge des patients variait entre 3 jours de vie et 57 ans, et les différents services prescripteurs étaient essentiellement des services de pédiatrie. On remarque ici sur ce graphique que 70% à 80% des services prescripteurs étaient des services de pédiatrie, à savoir la gastropédiatrie, la néonatologie et les urgences pédiatriques. Dans notre étude, une hyperammonémie supérieure à 135 mg par litre était fortement associée à une maladie héréditaire du métabolisme. On passe maintenant à la discussion. Alors, l'hyperammonémie se caractérise par des manifestations cliniques très diverses, à savoir neurologiques, un type de céphalée, somnolence, troubles de conscience, voire coma, mais aussi digestive, un type de vomissement et anorexie. Cependant, aucun signe clinique ni spécifique de l'hyperammonémie ni de son étiologie. Et aussi, cette hyperammonémie, elle peut s'intégrer dans un tableau soit aigu, soit chronique, et à tout âge, c'est-à-dire de la période néonatale jusqu'à l'âge adulte. Le taux sanguin en ammonium, il est fixé par 3 principaux facteurs. Le premier, c'est l'activité des enzymes du cycle de l'urée. Le deuxième, c'est l'apport en protéines. Et le troisième, c'est le catabolisme intrinsèque. Les hyperammonémies, elles peuvent être de deux origines. Une origine acquise et héréditaire. Pour les anomalies acquises, il est en général très facile de les écarter parce que le diagnostic est évident. Il s'agit soit d'une insuffisance hépatique aiguë ou chronique, une prise de toxines ou prise de médicaments en faveur pourrait être en faveur, et aussi des états d'acidose. Cependant, quant aux anomalies héréditaires, elles sont beaucoup plus difficiles à diagnostiquer vu leur rareté et vu leur difficulté diagnostique. Il s'agit de déficits en enzymes du cycle de l'urée, des déficits en enzymes du catabolisme des acides aminés, ramifiés, un déficit de transporteur, en transporteur de l'ornithine dans la mitochondrie et des anomalies de l'oxydation des acides gras. Maintenant, quelle est la place du dosage plasmatique de l'ammonium dans les maladies héréditaires du métabolisme? Alors, au vu de la grande diversité des maladies héréditaires, au vu de la non-spécificité de leur tableau clinique et du coût élevé des examens spécialisés pour leur diagnostic, il est nécessaire d'orienter la démarche diagnostique par des examens biologiques relativement peu coûteux dans les situations cliniques se traitant aux maladies héréditaires du métabolisme. Alors, d'où l'intérêt du dosage de l'ammonium et de la lactacidémie en plus du bilan habituel. Dans notre contexte, et grâce à la collaboration clinico-biologique, le dosage de l'ammonium a permis d'orienter le diagnostic vers une maladie héréditaire du métabolisme chez 20% des patients. Ainsi, devant une suspicion de maladie métabolique héréditaire, bien sûr suspicion orientée par le dosage plasmatique d'ammonium et de lactate, plusieurs autres examens biologiques peuvent asseoir le diagnostic, à savoir la chromatographie des acides organiques urinaires, la chromatographie des acides aminés sanguins, et aussi le dosage de l'acide orotique urinaire. Mais aussi l'étude en biologie moléculaire qui permet de rechercher soit des mutations déjà connues en rapport avec des mutations de gènes codant pour des enzymes du cycle de l'urée, ou bien de nouvelles mutations dans le cadre de certains contextes cliniques pouvant se prêter à des maladies héréditaires du métabolisme. Et en conclusion, le dosage de l'ammonium est un examen d'une grande valeur diagnostique dans les maladies héréditaires du métabolisme. La démarche diagnostique doit privilégier la mise en place d'un traitement pour les maladies pour lesquelles ce traitement peut soit contrôler, soit ralentir l'évolution de la maladie. La démarche pourrait être anticipée dans l'avenir si
on arrive à étendre le dépistage néonatal à ces maladies héréditaires du métabolisme. Ce qu'il faut savoir enfin, c'est que ces maladies héréditaires du métabolisme, leur prévalence est certainement plus élevée que celle actuellement retenue, et plus fréquente qu'en Europe. Plusieurs facteurs concourent à cette élévation de prévalence, à savoir le taux de consanguinité qui avoisine les 30%, un manque de moyens diagnostiques et l'absence d'un programme national de dépistage. Les maladies héréditaires du métabolisme devraient être reconnues par le système de santé publique au Maroc et bénéficier, à l'instar des pays européens, d'un programme national de dépistage, de diagnostic et de prise en charge. Et je vous remercie pour votre attention. C'est Dr Kouam, de Casa, en biologie médicale, résidente en biologie médicale. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail intitulé Bactériémie au service de pédiatrie de l'hôpital Mère-Enfant Abdelrahim Harouchi, profil bactériologique et antibiorésistance. Donc, le plan qu'on va suivre, après une brève introduction, on va passer au matériel et méthodes. On va présenter nos principaux résultats, qu'on va discuter à la lumière de la littérature avant de conclure. Donc, en guise d'introduction, on va définir ce que c'est que les bactériémies. Alors, les bactériémies sont définies comme étant des décharges importantes et répétées dans le sang de germes pathogènes provenant d'un foyer initial et pouvant créer des foyers secondaires multiples, plus ou moins apparents. Pourquoi l'enfant pose une problématique? Parce que l'enfant est au centre de cette pathologie, ayant un système immunitaire encore immature et fragile. Donc le taux de morbidité et de mortalité sont élevés et ça pose aussi un problème majeur de prise en charge. Donc le challenge est de trouver un compromis entre l'urgence thérapeutique et la difficulté de poser un diagnostic précis dans les plus brefs délais. Donc l'objectif de notre étude était de déterminer les principales bactéries responsables de ces bactériémies ainsi que de définir leur profil de sensibilité au sein de l'hôpital d'enfants sur une durée de 22 mois, essentiellement pour permettre d'orienter l'antibiothérapie probabiliste aux cliniciens. Passons au matériel et méthodes. Donc, pour répondre à cet objectif, nous avons réalisé une étude rétrospective transversale de type descriptif sur une durée de 22 mois, allant de janvier 2020 à novembre 2021 au sein du laboratoire de bactériologie, virologie et d'hygiène hospitalière au CHMH de Casablanca. Donc, pour la collecte des données, on s'est basé sur la base de données informatisée du laboratoire et pour l'exploitation, on a utilisé le logiciel Excel version 2016. Alors, pour les critères de sélection, on a inclus toutes les hémocultures provenant des différents services de pédiatrie de l'hôpital Harouchi et les doublants étaient exclus. Alors, toutes les hémocultures reçues dans notre laboratoire ont été incubées dans l'automate Bactec, comme vous voyez ici, dans des chambres d'incubation. Et après, une fois il fut positif, ça donne un signal en rouge. Et par la suite, on passe à l'isolement et l'identification qui était réalisé selon les techniques standards de bactériologie. Et puis, l'étude de la sensibilité aux antibiotiques a été déterminée selon les recommandations de l'OCAS de la Société française de microbiologie. Nous passons à nos principaux résultats. Alors, on avait reçu 3619 hémocultures au laboratoire avec un taux de positivité de 29%. La prédominance dans notre laboratoire était de 57% pour les coccyagrammes positifs, suivi des BGN, des bacillogrammes négatifs avec 35,5% des cas. Alors, pour la répartition des coccyagrammes positifs, le chef de file c'était le Staphylococcus négatif avec 83%, suivi du Staph aureus avec 10%. Et concernant les bacillogrammes négatifs, donc les 4 germes prédominants qui ont été isolés, c'était en premier la Klebsiella de la pneumonie avec 25,7% des cas, suivi de la Serratia marcescens de 12,8% des hémocultures, et puis la Cynetobacter baumannii avec 11%, puis le Pseudomonas aeruginosa avec 9%. Concernant
bactéries multirésistantes, et c'est ce qui est le plus important. Donc parmi les entérobactéries, 39% étaient des souches productrices de BLSE, des bêta-lactamases à spectre élargi, essentiellement représentées par la Klebsiella pneumoniae avec 21%, puis la Serratia marcescens avec 13% des souches. Et puis en souche de la Klebsiella pneumoniae était en plus productrice de carbapénémase, ce qui représente 11,4% de l'ensemble des Klebsielles, avec un taux global de 4,7% de l'ensemble des entérobactéries isolées. Concernant la résistance à l'hémipénème, on avait pu avoir 64% d'abri au sein de toutes les souches d'acinéto isolées et 35% de pari Pseudomonas aeruginosa résistant à l'hémipénème. Et concernant la résistance à l'héméticilline, au sein de la série de Staph aureus isolée, elle est représentée 12,9%. Donc on va discuter ce qu'on a eu comme résultat à la lumière de la littérature. Rappelons rapidement que les bactériémies représentent une urgence diagnostique et thérapeutique. Ceci incite à un traitement initial probabiliste dans l'attente d'une orientation bactériologique. Donc cette antibiothérapie présomptive doit être adaptée et donc elle nécessite une connaissance actualisée de l'épidémiologie bactérienne et de la sensibilité aux antibiotiques des isolats responsables de bactériémie, et c'était le but de notre travail. Donc, si on compare nos résultats par rapport aux germes prédominants aux séries marocaines réalisées auparavant, donc à peu près on a eu les mêmes pourcentages, sauf que pour Marrakech, le Staph aureus avait un pourcentage beaucoup plus important. Maintenant, pour le taux de positivité, notre série avait eu 29% de taux de positivité, donc ceci rejoint à peu près ce qui a été retrouvé dans les séries marocaines, mais aussi en Algérie, en Tunisie. Mais en Marrakech, on arrive à voir, donc pardon, en Algérie, c'était encore beaucoup plus, à 39%, donc ça variait quand même entre 17% en France jusqu'à 39% comme maximum en Algérie. Pour la prédominance en fonction du genre, donc pour nous c'était des cocci qui étaient prédominants, ceci rejoint la série retrouvée en France et en Algérie. En revanche, ce qui a été retrouvé dans les autres études de Burkina Faso, Dakar notamment, c'était surtout des BGM, donc ceci est variable d'une région à l'autre. Alors pour les bactéries multirésistantes, donc on a eu quand même 39% de BLSE, ce qui dépasse les séries retrouvées auparavant à Rabat et à Fès, mais qui reste quand même moindre par rapport à ce qui est retrouvé dans la série de Marrakech et de Tunis, ce qui est un taux quand même qui n'est pas négligeable. Donc par rapport aux abris et Paris, notre série a retrouvé un pourcentage qui dépasse de loin les séries qui ont été retrouvées auparavant, et c'est une problématique. Alors justement, les BMR sont très répandus au milieu hospitalier. Alors cette fréquence elle est favorisée essentiellement par deux points essentiels à retenir. Et donc voilà, c'est le nombre important de gestes invasifs sur des terrains soi-disant plus ou moins immunodéprimés, puisqu'on parle de malades hospitalisés et encore plus de l'enfant qui a un terrain immunitaire encore immature. Aussi, j'insiste aussi sur la pression de sélection de l'antibiothérapie, essentiellement représentée par les céphalosporines de 3e génération et par les mitallènes, et ceci va augmenter le taux de résistance. Alors ces BMR, ils sont redoutables, pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité d'acquérir et de cumuler plusieurs mécanismes de résistance, et la crainte est d'avoir des souches qui sont autorésistantes et va donner dans une impasse thérapeutique. Alors pour conclure, notre étude souligne le problème d'émergence de souches multirésistantes, essentiellement les entérobactéries productrices de BLSE, les abris et Paris, mais actuellement on a vu l'augmentation du taux des souches productrices de carbapénémase, et donc qui ont une grande donc ça passe d'une souche à l'autre, et c'est la grande difficulté thérapeutique qu'on retrouve, surtout en pédiatrie. Donc le contrôle de ces BMR ne sera atteint que par des mesures de sensibilisation et de formation du personnel soignant sur les règles d'hygiène, l'isolement, il faut changer les gants d'un malade à l'autre, et aussi la rationalisation de l'utilisation des antibiotiques. Et bien entendu, une surveillance épidémiologique des bactériémies en milieu hospitalier est nécessaire pour mieux guider l'antibiothérapie probabiliste. Et je finis avec ça. Je vous remercie. Constitue un problème majeur de santé publique partout dans le monde. Ils sont graves en unité de néonatologie vu la fragilité du terrain et la multiplicité des actes invasifs.
et la multiplicité des actes invasifs. Donc, le diagnostic précoce est nécessaire et indispensable pour une prise en charge adéquate. Les prélèvements bactériologiques, notamment l'hémoculture et les prélèvements périphériques, constituent les examens clés du diagnostic des infections à bactéries multirésistantes, d'autant plus que les signes cliniques ne sont pas spécifiques. L'objectif de notre étude est d'évaluer le profil bactériologique des bactéries multirésistantes dans le service de néonatologie et réanimation néonatale CHU Mohamed VI Oujda et d'étudier leurs caractéristiques épidémiologiques ainsi que leur résistance associée aux antibiotiques. Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée sur une période de 1 an au service de néonatologie de CHU Mohamed VI Oujda, portée sur toutes les bactéries multirésistantes isolées au service. Les souches sont parvenues de différents prélèvements, notamment l'hémoculture, l'urine, les urines, le matériel et les suppurations et ponctions. Pour les résultats, nous avons enregistré 93 cas d'infection à BMR, à bactéries multirésistantes, durant cette période responsable d'infection nosocomiale en néonatologie. La moyenne de durée d'hospitalisation était de 17 jours et nous avons constaté une légère prédominance masculine dans 59% des cas avec un sexe ratio de 1,5. On a noté également que le nombre de BMR était plus important au mois d'octobre et de novembre, 22 cas et 24 cas respectivement, contrairement à une étude en Tunisie, comme vous le constatez ici, de Couli et associés, qui ont constaté que le nombre de BMR était plus important au mois de juillet et mars, avec 26 et 29 souches respectivement. Nos bactéries multirésistantes étaient isolées essentiellement d'hémoculture dans 65,5% des cas et prélèvement sur matériel dans 19,3% des cas et seulement 8,6% des cas dans le LCR. Les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération ont été le plus fréquemment isolées, 46,2% des cas, dans 46,2% des cas. Elles ont été toutes productives de bêta-galactamase à spectre élargi. La souche majoritaire parmi ces entérobactéries était le Klebsiella pneumoniae dans 27,9% des cas. Elle a présenté des résistances associées à d'autres antibiotiques dans plus de 60% des cas pour les aminosides. La résistance au fluoroquinolone était de 75% des cas concernant les bactéries à gram négatif non fermentantes. Nous avons isolé le Pseudomonas aeruginosa dans 2,1% des cas et la Cyanidobacter baumannii dans 5,3% des cas. Les résistances aux antibiotiques ont été plus importantes pour les souches d'Acinetobacter baumannii. Nous avons colligé une seule souche de Staphylococcus aureus résistante à la méticilline dans notre étude. Les facteurs, les BMR néonatales sont responsables de colonisation ou d'infection nosocomiale souvent graves à cause de la fragilité du terrain et la multiplicité des actes invasifs. Ces dernières constituent des facteurs de risque qui peuvent expliquer la recrudescence de ces germes. Par ailleurs, on ajoute l'hospitalisation longue. Dans notre service, la moyenne d'hospitalisation était de 17 jours. Et la présence des cathéters veineux centraux, la prématurité, l'utilisation d'antibiotiques à large spectre tels que les céphalosporines de 3e génération et les aminosides, surtout dans les infections materno-fœtales, étaient le facteur le plus incriminé. Par ailleurs, l'hygiène hospitalière aussi peut être considérée comme facteur de risque. L'isolement des BMR constitue un élément essentiel pour la prévention des infections nosocomiales. Et leur dépistage doit être réalisé par des examens microbiologiques tels que les hémocultures
qui prennent la première place dans cette indication, puisque les septicémies représentent le mode de révélation le plus fréquent. Chose qui a été bien montrée, dans notre étude ainsi que dans d'autres études publiées dans la littérature. Dans notre étude, nos BMR ont été isolés essentiellement d'hémoculture dans 65,5% des cas, et dans la série de colis et associés, l'hémoculture constitue également le mode de révélation principal avec 36% des cas. Les bacilles à gram négatifs, BGN, représentaient les germes les plus fréquemment retrouvés dans notre étude et dans d'autres études tunisiennes et marocaines publiées dans la littérature. La souche majoritaire a été Klebsiella pneumoniae qui représente 27,9% des cas et 61% dans la série de colis et associés. Par ailleurs, l'Escherichia coli a été fréquemment isolée en Europe. Une étude a été réalisée dans le service de réanimation néonatale et pédiatrie de l'hôpital Robert Debré a montré 58,7% des cas de l'E. coli et 19,5% des cas de Klebsiella pneumoniae. Les BGN non fermentantes, notamment le Pseudomonas aeruginosa et la Cyanobacter bovani, ont été moins décrites par rapport au Klebsiella pneumoniae dans notre étude, ainsi que dans d'autres études publiées dans la littérature. Mais elles commencent à prendre une large place en néonatologie. Nous avons isolé 2,1% des cas de Pseudomonas aeruginosa et 5,3% des cas de Acinetobacter bovani. Dans une étude tunisienne, ce taux a été de 7,4% des cas pour Pseudomonas aeruginosa et 6,8% des cas pour Acinetobacter bovani. Les cocci à gram positifs, particulièrement les staphylocoques, les SARM, ont été rares dans notre étude, 1,09% des cas, contrairement aux unités de néonatologie européenne où les SARM ont été présents et plutôt présenter une bonne sensibilité aux autres antibiotiques. Les BGN présentent deux mécanismes de résistance aux bêta-lactamines, une résistance type plasmidique par production de bêta-lactamase à spectre élargi et une résistance type chromosomique par hyperproduction de céphalosporinase constitutive par mutation. À la résistance aux bêta-lactamines ont été associées des résistances à d'autres antibiotiques, dont la tobramycine, la gentamicine, la micacine et la ciprofloxacine, qui ont été de 75%, 25%, 35% et 66% respectivement. Pour le Klebsiella pneumoniae. Dans notre étude, les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération ont été les plus fréquemment isolées. Et ce, dans 46,2% de cas. Elles ont présenté plutôt des résistances associées à d'autres antibiotiques, dans plus de 60% des cas pour les aminosides. La résistance au fluoroquinolone était de 75% des cas. Ceci était bien montré dans d'autres études publiées dans la littérature également. Pour conclure, l'isolement des BMR dans le service de néonatologie est relativement fréquent. Les entérobactéries résistantes au C3G, céphalosporines de troisième génération, sont les plus retrouvées. La prévention de leur émergence constitue une nécessité et repose sur deux piliers. Le premier s'intéresse au dépistage de ces bactéries par des prélèvements bactériologiques et le deuxième repose sur les précautions à prendre dans les milieux de soins, notamment l'isolement des patients, le respect des règles d'hygiène et la formation du personnel soignant. Et merci. Pour les bactériennes chez l'enfant, profil épidémiologique et bactériologique à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. Je vous prie s'il vous plaît de respecter les 7 minutes qui vous sont imparties. Ce qui vous est demandé, c'est de présenter votre expérience et de la partager. La discussion des données, de la littérature, ce n'est pas le plus important dans une communication orale.
Donc, est-ce que M. Mounji est là? Oui, c'est Mounji Dounia, la professeure. Madame Mounji, je suis désolée, comme je n'ai pas les prénoms, je n'ai que les noms. Donc, Madame Mounji, à vous la parole, je vous prie de respecter les 7 minutes. Allez, bon courage. Merci. Je suis en train de partager l'écran. Épidémiologique et l'écran n'est bactériologique pas encore partagé. L'écran n'est pas encore partagé. D'accord. En introduction, les méningites bactériennes constituent une urgence diagnostique et thérapeutique en raison de leur mortalité élevée et leurs séquelles neurosensorielles particulièrement graves chez l'enfant. Leur épidémiologie se modifie constamment pour diverses raisons, notamment l'introduction de vaccins. La ponction lombaire avec études cytologiques, chimiques et bactériologiques est indispensable au diagnostic. L'examen direct permet un diagnostic présomptif très rapide, confirmé par la culture, qui est nécessaire à la réalisation d'un antibiogramme qui permet l'adaptation de l'antibiothérapie. Le but de notre travail est d'analyser les aspects épidémiologiques et bactériologiques des méningites chez l'enfant en milieu hospitalier pédiatrique. Ceci à travers une étude rétrospective des cas de méningite bactérienne diagnosticogène chez un nouveau-né. Nous avons également isolé dans un contexte de méningite nosocomiale un Acinetobacter baumannii et l'Enterobacter pyoaki. Pour le candidat albicans l'Enterocoque fécalis et le Staphylococcus coaguleus négatif, il s'agissait probablement d'une simple contamination. La répartition des bactéries isolées lors de la culture diffère d'une étude à l'autre. Ceci peut être expliqué par la fluctuation naturelle de l'épidémiologie des agents responsables des méningites, à l'usage de l'antibiothérapie et également à l'introduction de nouveaux vaccins. Les méningites bactériennes sont des maladies peu fréquentes chez l'enfant, mais cependant graves. Elles sont essentiellement dues à 3 germes, le méningocoque, le pneumocoque et l'hémophilus influenzae. En période néonatale, c'est plutôt le streptocoque du groupe B, Escherichia coli de sérotype K1 et Listeria monocytogenes qui sont le plus responsables. L'épidémiologie des méningites bactériennes se modifie constamment pour plusieurs raisons, principalement l'introduction des vaccins contre l'hémophilus, le pneumocoque et le méningocoque. Dans notre pays, grâce à l'introduction d'un programme national de vaccination des vaccins contre l'hémophilus et le pneumocoque depuis une dizaine d'années, l'incidence des méningites secondaires à ces bactéries a nettement diminué. La mise en culture du LCR reste l'examen biologique de référence pour le diagnostic. Lorsqu'il est positif, elle affirme le diagnostic, identifie l'agent étiologique et étudie sa sensibilité aux antibiotiques, ce qui permet d'adapter l'antibiothérapie initialement démarrée. Cette antibiothérapie probabiliste doit être initiée en urgence et fait appel aux céphalosporines de 3e génération à associer à la gentamicine si l'enfant a moins de 3 mois. Une corticothérapie par la dexaméthasone est actuellement recommandée au cas de méningite à pneumocoque et à hémophilus de sérotype B chez l'enfant. En conclusion, étant donné la gravité des méningites bactériennes chez l'enfant, un diagnostic précoce et une antibiothérapie adaptée sont nécessaires pour améliorer le pronostic. La mise en culture du LCR reste l'examen biologique de référence pour le diagnostic de la méningite bactérienne. Il est également nécessaire d'améliorer l'avantage des programmes de prévention en vigueur en renforçant la surveillance de l'efficacité des vaccins contre le méningite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on va enchaîner par la présentation suivante parce qu'on est très en retard. Et je demanderai, je ne sais pas si Madame ou Monsieur Chahi est là, pour le profil étiologique de l'insuffisance rénale chronique à la période néonatale à propos de 13 cas. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Donc, partagez votre écran, s'il vous plaît, et respectez les 7 minutes afin qu'on puisse rester dans les temps qui nous sont impartis. Merci beaucoup. Mettez au format diaporama, s'il vous plaît. Est-ce que vous C'est parfait, allez-y. c'est en format diaporama? C'est parfait. Allez-y, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Chouy Hassan de Fès. Donc, permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé L'insuffisance rénale chronique à la période néonatale à propos de 13 cas. Donc, en guise d'introduction, l'insuffisance rénale chronique n'est pas exceptionnelle à la période néonatale, présentant une morbidité et mortalité non négligeable, ainsi qu'une altération de la qualité de vie, et se définit par une diminution permanente du débit de filtration glomérulaire. L'objectif de notre étude était de déterminer le profil étiologique des patients admis pour prise en charge d'insuffisance rénale chronique. Notre étude était une étude rétrospective s'étalant sur une période de 2 ans et demi, de janvier 2019 à juin 2021, à propos de 13 cas admis pour prise en charge d'une insuffisance rénale chronique, colligée au sein du service de réanimation néonatale du CHU Hassan II de Fès. Concernant nos résultats, l'âge moyen de nos patients était de 12,8 jours, avec des extrêmes d'âge allant d'1 heure à 40 jours, et un sexe ratio de 5,5 avec une prédominance masculine. Il n'y avait pas d'antécédent de nephropathie familiale chez tous nos patients, et 11 patients étaient issus d'une grossesse suivie, dont 6 avaient un diagnostic anténatal. Le tableau clinique était dominé par les troubles de miction chez 6 patients, les vomissements chez 5 patients, une détresse respiratoire chez 1 patient et une crise convulsive apéritique chez 1 patient. Donc, à l'examen clinique, 7 patients présentaient une déshydratation, 5 cas avaient une distension abdominale, 2 patients étaient hypertendus et 1 cas présentait un syndrome d'émat. Sur le plan biologique, le taux moyen du restant vide et créatinémie était resté à 1,69 grammes par litre et 50 grammes par litre, avec une moyenne de la fréquence de la créatinine millilitres par million présentait une hypercalémie et en bénéficiant, et un patient présentait ainsi une anémie non montrée chez 5 patients. Donc, l'échographie a objectivé 3 cas de DIC, 2 cas d'urinome, 2 cas de néphropathynose, 2 cas de syndrome de jonction pyélogénérale vénérienne. Malheureusement, Sheila a un problème de connexion. C'est le problème de connexion de chez vous ou de chez la résidence? Non, chez la résidence. La preuve qu'on vous entend. Parfait. Et là, moi, je pouvais vous savoir. C'est bon? Vous êtes reconnecté? Oui, je pense, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêtée. Continuez sur la slide où vous étiez. La discussion? Oui. D'accord, donc je disais que l'insuffisance rénale chronique. D'accord. Donc, les causes de l'insuffisance rénale chronique à la période néonatale sont variées. S'il vous plaît. C'est pas partagé, vous arrivez à le voir? Non. Activez votre caméra et partagez votre écran, s'il vous plaît. Vous pouvez activer votre caméra aussi? Vous voyez? On voit votre présentation, allez-y. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, je me suis arrêtée à la discussion. Excusez-moi, j'arrive.
vous. Donc, je disais que l'insuffisance rénale chronique est plus rare et souvent attendue dans les suites d'une surveillance antérale et en réalité générale parce que ceci est directement lié à la masse néphronique pendant l'organogénèse et dépend aussi de la durée. Donc, les causes sont variées. Madicose de gélistose rénale récessive, l'hypoplasie ou l'hypoplasie rénale et donc la prise en charge juste pour des unités de soins le traitement est symptomatique la correction des troubles électrolytiques dépend d'une hypertension artérielle et à son cas la diurèse. Les mesures Alors, je pense que vous avez des problèmes de connexion. Si vous voulez bien, nous allons passer à la présentation suivante sur les occlusions néonatales, puisque c'est toujours vous. En vous priant, s'il vous plaît, de présenter vos résultats, votre travail, vos résultats et la conclusion. Ce n'est pas la peine d'aller sur la discussion parce que l'objectif des communications orales est de présenter les expériences personnelles. Ce n'est pas important d'aller sur les discussions. Merci beaucoup. Notre travail intitulé la thrombopénie néonatale. Donc, la thrombopénie néonatale représente l'anomalie d'hémostase la plus fréquente chez le nouveau-né. Donc, la plus fréquente. Donc, l'incidence varie entre 25 et 40% chez le nouveau-né hospitalisé au service de réanimation. Il est défini qui est inférieur à 150 000 éléments par millimètre cube. Le pronostic dépend de la survenue des complications. Donc, notre objectif était de déterminer le profil épidémiologique, diagnostique, étiologique, thérapeutique et évolutif dans notre service. Donc, pour cela, on a eu recours à une étude qui est rétrospective, réalisée au sein du service de réanimation néonatale de néonatologie du CHU de Fès sur une période de 6 mois, allant du mois de janvier 2020 au mois de juin 2020. On a colligé 52 cas de thrombopénie néonatale. Le critère d'exclusion était tout patient ayant un syndrome hémorragique non thrombopénie. Donc, les résultats étaient comme suivant. Sur le plan épidémiologique, pour les données maternelles, on a trouvé une consanguinité qui est présente dans 16% des cas, avec des grossesses qui étaient suivies dans 60% des cas. Donc, la pathologie maternelle durant la grossesse la plus fréquente était dans 40% des cas l'infection, dans presque 20% des cas l'HTA gravidique, avec une prédominance de l'accouchement par voie basse dans 66% des cas. Donc, sur les données néonatales, l'incidence de la thrombopénie néonatale dans notre service était de 14,5% des cas, avec une prédominance masculine et une prédominance dans 59% des cas de la prématurité. Donc, on a retrouvé aussi la présence de l'hypotropie dans 54%, dont 32% étaient des prématurés. Une thrombopénie néonatale précoce, moins de 72 heures, était présente dans 65% des cas. Sur le plan clinique, le motif d'hospitalisation le plus fréquent était essentiellement la détresse respiratoire dans 55% des cas, associée à une hypotonie, une instabilité hémodynamique et l'hypothermie. Paraclinique, le taux, on a réalisé une numération formule sanguine ainsi qu'un taux de plaquettes qui a objectivé une thrombopénie qui est dite modérée entre 30 000 et 50 000
50 000 de plaquettes dans 70% des cas, sévère à 13% et très sévère dans 16%. Donc, on a trouvé aussi d'autres anomalies hématologiques qui étaient associées, comme la leucopénie dans 8% des cas, l'hyperleucocytose dans 4% des cas, une anémie dans 22% des cas. Donc, il y a aussi l'intérêt de réaliser les autres examens cliniques, la radio thoraco-abdominale, échographie transfrontalière et échographie abdominale dans le cadre du bilan étiologique. Pour cela, les différents diagnostics étiologiques qu'on a retrouvés dans notre série étaient dominés malheureusement par l'infection néonatale dans 48% des cas, suivi par la prématurité 20% des cas, 12% par l'asphyxie périnatale, 11% par le retard de croissance intra-utérin et 5% par l'incompatibilité materno-fétale. Donc les complications étaient présentes dans 24% des cas, essentiellement hémorragie alvéolaire, et le traitement repose sur le traitement de l'étiologie causale et on a eu recours à la transfusion par les cuves plaquettaires chez 12 patients et 5 patients avaient eu les immunoglobulines. Donc l'évolution de notre série était favorable dans 45% des cas, mais malheureusement on a eu le décès dans 54%, plus de la moitié. Donc, la thrombopénie néonatale est définie, comme on a dit, par un chiffre qui est inférieur à 150 000 éléments par millimètre cube. L'incidence de la thrombopénie, comme on a dit, elle est variable entre 25 et 30% chez les nouveau-nés hospitalisés. Dans notre série, on a retrouvé une incidence de 14,5%. L'hypotrophie et la prématurité constituent un facteur de risque majeur. Donc, l'hypotrophie, elle est retrouvée dans la littérature entre 73 et 80%. Dans notre série, elle était présente chez plus de la moitié de notre population. La prématurité est décrite aussi dans la littérature entre 47 et 78%, même constat dans notre série. Donc, le diagnostic repose sur une étude soigneuse des antécédents pathologiques du couple maman et bébé et sur l'examen clinique et biologique du nouveau-né et aussi de la maman. Donc, la numération de la formule sanguine avec frottis permet de confirmer le diagnostic ainsi que d'orienter en association avec les autres bilans l'étiologie causale. Donc, on distingue deux types de thrombopénie néonatale. On a la thrombopénie précoce moins de 72 heures qui est dominée par les hypoxypétales chroniques comme le RCE, les pathologies vasculaires et le diabète maternel, l'asphyxie périnatale, les infections virales et bactériennes, la CIVD, les causes immunes et les autres anomalies comme les anomalies chromosomiques et métaboliques, la forme tardive plus de 72 heures essentiellement par le sepsis grave. Le traitement, on a dit, repose essentiellement sur l'étiologie causale. Donc, l'évolution de la thrombopénie dépend de la sévérité initiale et de la précocité de la mise en œuvre du traitement adapté. Dès que l'hémorragie viscérale ou intracrânienne existe, le pronostic est plus sévère avec 10% de décès et 20% de séquelles neurologiques. La thrombopénie, elle se corrige spontanément, en général entre 8 à 15 jours environ. En conclusion, la thrombopénie néonatale s'observe bien chez les nouveau-nés à terme comme chez le prématuré, avec un risque plus accru chez les préma et l'hypotrophe. La thrombopénie précoce représente la forme la plus fréquente. L'hémorragie intracrânienne représente la principale complication. La prise en charge vise à déterminer l'origine et l'importance de la thrombopénie afin de proposer le traitement étiologique et symptomatique le plus adapté à chaque situation. Et merci de votre attention. Parfait, donc professeur Frida va présenter la suite des communications. Je vous remercie, professeur Frida, à vous la parole. Professeur Barakat, bravo pour tout cet effort. Donc, pour prendre la relève, je te laisse un petit peu reposer. Il me reste pour le moment peut-être 2-3 communications. Je demanderai aux orateurs de respecter le temps pour se rattraper un petit peu pour le retard qu'on avait. Donc, docteur Aïn Hayat, il est là? Oui, je suis là. Vous êtes là? Oui, oui. D'accord, docteur Aïn Hayat va nous présenter une communication orale à propos de l'asthme et Covid-19, population à risque. Donc, il fait partie du CHU de Casa. Donc, vous avez 6 minutes, 7 minutes. Donc, voilà. Partagez l'écran.
j'ai pas la main, je sais pas mon nom pour la partage. C'est bon. Donc, vous pouvez commencer. D'accord. Chers maîtres, chers collègues, honorables assistants, j'ai le plaisir de vous présenter un bref aperçu de notre travail sur l'asthme de l'enfant et Covid-19, population à risque. En décembre 2019, la propagation du nouveau coronavirus constitue le premier souci mondial. Sa recrudescence en Europe provoque une inquiétude des spécialités de la santé, bien sûr, de toutes les populations. L'importance de l'atteinte respiratoire constitue la cause principale des formes graves de la mortalité de la Covid-19. Étant un virus à tropisme respiratoire, est-ce que l'asthme constitue un facteur de gravité pour la Covid-19? L'objectif de notre travail est de décrire le tableau clinique, radiologique, biologique et évolutif de 9 enfants hospitalisés pour une exacerbation d'asthme associée à une infection Covid-19 confirmée. Il s'agit de méthodes rétrospectives et descriptives menées au sein du service de pédiatrie. On n'entend pas. Docteur Aïn Hayat, vous avez une très faible connexion. On ne vous entend pas. Docteur Boussin, est-ce que la connexion à notre niveau est bien chez eux? Docteur Moussa Christian. Docteur Boussin, vous avez... Docteur Aïn Hayat, vous avez repris? Oui, vous êtes là. Oui, oui. Je peux continuer? Oui, s'il vous plaît. Donc. Je m'excuse. Vous partagez votre écran. D'accord. De suite. Essayez de raccourcir la communication. Vous insistez sur le résultat et la conclusion. Je continue? Oui, oui. Alors, en ce qui concerne les circonstances de découverte de Covid-19, les symptômes sont dominés par la toux, la fièvre, avec une rhinorrhée retrouvée dans 2 cas et des vomissements dans un seul cas. Tous nos patients ont bénéficié d'une radio qui objectivait une pneumonie dans un cas dans un cas. Le scanner 3K a été réalisé chez 2 patients montrant une atteinte de 25 à 50%. Donc, on passe
Docteur Bouchkron, il est là? Docteur Bouchkron? Si vous êtes en ligne? Docteur Bouchkron, on m'a dit que vous êtes là. Vous nous entendez? Si vous êtes là, faites-nous signe pour vous donner la main pour la suite. On arrive à vous voir. Donc, vous pouvez commencer, allez-y. Tu actives ton micro. Allez-y. Allez-y, docteur Bouchkron. Docteur Bouchkron, quelle semaine? Permettez-moi de vous communiquer sur mon travail intitulé Ectopie cristallinienne chez l'enfant, aspect clinique, thérapeutique et évolutif selon le plan IMRAD. L'ectopie cristallinienne est un déplacement congénital du cristal dû à une anomalie de la zone 1, maladie évolutive et grave. Elle peut mettre en jeu le pronostic visuel. Le pronostic vital peut également être affecté si l'ectopie cristallinienne fait partie de pathologies générales. Sa prise en charge est optique et rééducative. Le but de notre travail est de décrire les principales caractéristiques cliniques et épidémiologiques de cette pathologie, ainsi que d'analyser les résultats anatomiques et fonctionnels. Pour ce, nous avons mené une étude rétrospective sur 72 enfants, soit 144 UE, au sein du service d'ophtalmologie pédiatrique de l'hôpital 20 août Casablanca, sur une durée de 12 ans. Ont été étudiés les éléments épidémiologiques, les circonstances de découverte, les résultats de l'examen clinique initial, les modalités thérapeutiques médico-chirurgicales, les résultats de l'enquête étiologique et l'évolution. On a exclu les subluxations d'origine traumatique. Passons maintenant aux résultats. Épidémiologique en premier, avec une prédominance de la tranche d'âge entre 5 à 10 ans, suivie de la tranche d'âge inférieure à 5 ans, et seulement 5% d'enfants supérieurs à 10 ans. La prédominance était masculine à 70%. Le motif le plus fréquent de consultation était la baisse de l'acuité visuelle progressive, suivie du strabisme et de mauvais comportements visuels, chacune à 18%. La notion de consanguinité existait chez 48% des cas, avec 11% des cas familiaux. 5 cas présentaient un retard de développement psychomoteur. Pour ce qui s'agit des résultats cliniques, l'acuité visuelle initiale était comprise entre mouvement de main et de dixième. La réfraction sous cycloplégie affichait 33% de myopie forte, avec 33% d'astigmatisme et 34% des cas ne passaient pas la réfraction. Nous avons relevé 7 cas de strabisme et l'ectopie cristallinienne était bilatérale chez tous nos patients. 55 yeux étaient subluxés, 21 autres ne présentaient pas de rupture zonulaire et 2 yeux seulement présentaient une luxation en chambre antérieure. La subluxation supérotemporale dominait dans 30% des yeux, suivie des déplacements inféraux et supéronasales à part presque égales. Sur l'image de gauche, une ectopie cristallinienne de l'œil gauche, et celle de droite, un déplacement supéronasal du cristallin gauche. Les autres anomalies retrouvées, 2 cas d'anéridie ou absence d'iris, 5 cas de cataracte et une hypertonie oculaire chez ancien. Les anomalies du fond d'œil retrouvées, 1 cas d'atrophie optique, 4 d'atrophie choriorétinienne, 7 cas de dégénérescence de la périphérie rétinienne et un décollement de rétine dans 8 yeux. Plus de la moitié étaient des cas isolés. Les autres cas étaient dominés par le syndrome de Marfan dans 30%.
36% et l'homocystinurie dans 8% des cas. Une phacophage avec vitrectomie antérieure a été réalisée chez tous nos patients. La réhabilitation visuelle a été basée sur l'utilisation de lunettes d'aphakie et un traitement d'amblyopie. L'acuité visuelle finale était supérieure à 5 dixièmes dans 30% des yeux et entre 1 dixième et 5 dixièmes dans 46% des yeux. Nous avons enregistré peu de complications post-opératoires, 4 yeux avec œdème de cornée, 2 de réactions inflammatoires, d'hypertonie et de décollement rétinien. Passons maintenant à la discussion. L'ectopie cristallinienne est un déplacement congénital du cristallin dû à une anomalie de la zone. C'est une maladie évolutive et rare avec une prévalence de 0,2 pour 10 000 naissances. Elle représente une urgence diagnostique et thérapeutique. C'est une pathologie traitable sur le plan local si elle est prise en charge à temps. Le risque d'amblyopie doit être pris en compte afin d'améliorer le pronostic visuel de ces enfants. La découverte d'un cas impose une enquête étiologique et un dépistage familial. Le traitement est conservateur et réservé aux formes mineures non compliquées avec une surveillance approchée, sinon il est chirurgical. L'âge moyen du diagnostic était de 7 ans et demi, ce qui concorde avec l'étude américaine de Mouchen. La subluxation était dominante en supérotemporal avec des résultats proches de l'étude d'Onshai de Fès et seulement temporale pour l'étude de Sorat au Pakistan. La tête était bilatérale chez tous les cas, ainsi que pour les autres études menées, et l'acuité visuelle initiale était effondrée dans toutes les études de compte les doigts à 2 dixièmes. La subluxation cristallinienne, la complication la plus fréquente dans la plupart des séries, 81% pour Rouchen et 70% dans notre série. La technique chirurgicale la plus utilisée, la phacophagie avec vitrectomie antérieure à travers le lin, puis correction par des lunettes d'aphakie ou lentilles, et c'est le cas dans notre série. L'implantation en absence de support capsulaire nécessite une fixation de l'implant à l'iris ou à la sclère. Le recul de ces deux types d'implantation est insuffisant pour juger leur efficacité. Pour conclure, l'ectopie cristallinienne est une pathologie rare et évolutive et pourvoyeuse de complications graves. Elle présente une urgence diagnostique et thérapeutique. La priorité de la prise en charge est de rechercher et traiter une maladie générale associée avec un dépistage familial. Merci pour votre attention. Merci, Dr. Chokran, pour cette belle présentation sur un thème qui n'est pas assez fréquent, donc le pédiatre. Donc, tu as attiré l'attention des pédiatres pour bien examiner les yeux de l'enfant et de poser le diagnostic. Est-ce que les autres sont là, c'est en ligne? Dr. Boussin va nous parler de l'atteinte cérébrale de la sclérose tubereuse de Corneville à propos de 29 cas. À quoi s'attendre de l'équipe de CHU de Kazan. C'est de partager votre écran. Madame Bossa. Merci. Enfin, allez-y, vous pouvez commencer. Merci de m'avoir accordé la parole. Bonjour chers maîtres, chers collègues et chers conférenciers. Nous avons l'honneur de vous présenter notre travail portant sur l'atteinte cérébrale de la sclérose tubereuse de Corneville à propos de 29 cas. Pour ce faire, nous utiliserons le plan suivant. La sclérose tubereuse de Corneville est une maladie génétique rare, congénitale, de transmission autosomique dominante, caractérisée par un développement d'armatome dans plusieurs organes dans le cerveau. L'incidence est estimée à 1 personne sur 6 000. Il s'agit d'une affection multisystémique et polymorphe associant plusieurs atteintes. Il faut savoir que l'atteinte cérébrale est l'atteinte la plus prédominante avec des lésions caractéristiques. L'imagerie cérébrale est importante car elle demeure un pilier pour poser le diagnostic devant une atteinte cérébrale.
Ainsi, l'objectif de notre travail est de décrire les différents aspects radiologiques de l'atteinte cérébrale. Nous avons réalisé une étude rétrospective menée dans le service de radiologie pédiatrique de l'hôpital Abderrahim Arouchi de Casablanca sur une période de 4 ans. 29 cas de sclérose tubereuse de Bourneville ont été corrigés. Le bilan radiologique proposé sur une TDM cérébrale, une IRM cérébrale et dans certains cas une échographie transfrontalière. L'âge des patients variait entre 4 mois et 3 ans avec une légère prédominance masculine. Les signes cliniques les plus fréquents étaient les crises épileptiques et une hypertension intracrânienne. 12 patients ont effectué uniquement une TDM cérébrale, 9 patients ont effectué une TDM puis une IRM cérébrale. L'EDF avait été réalisé chez les nouveau-nés et les nourrissons dont les fontanelles étaient ouvertes, bien que les résultats étaient considérés comme sous-optimaux. Ici, nous illustrons le cas d'un patient d'un nourrisson de 24 mois qui se présente pour des douleurs, pour des crises épileptiques. Une TDM cérébrale a été demandée. Ici, nous avons la présence, on regarde de la corne frontale du ventricule latéral gauche, en sous-épendymaire, d'un nodule spontanément hyperdense, siège de calcification. Concernant le deuxième cas, il s'agit d'un nourrisson de 7 mois, admis pour une hypertension intracrânienne. Et ici, à l'IRM, nous avons des nodules sous-épendymaires qui sont en isosignal T2, et flair, siège de quelques hypersignaux en T1, en vue de signal en écho de gradient en rapport avec les calcifications repérées au niveau du carrefour ventriculaire. On note également des anomalies de signal cortico-sous-cortical, sus-tentoriel en rapport avec les tubaires. Excusez-moi. Le dernier cas, il s'agit d'un nourrisson de sexe féminin âgé de 16 mois qui se présente pour épilepsie. Ici, on a de multiples lésions sus-tentorielles, nodulaires, sous-épendymaires, faisant saillie dans les ventricules latéraux, en hyposignal T2, en isosignal clair, avec prise de contraste après injection de gadolinum, en rapport avec les tubaires. Le diagnostic est basé sur la clinique, mais aussi sur les éléments paracliniques qui sont très utiles, car le diagnostic clinique de la sclérose tubereuse de Bourneville est plus difficile chez l'enfant de moins de 2 ans. L'imagerie joue un rôle capital dans le diagnostic de l'atteinte cérébrale avec des critères cliniques qui ne sont toujours pas présents ou qui apparaissent tardivement. L'imagerie permet donc de mettre en évidence des lésions cérébrales caractéristiques de la sclérose tubereuse de Bourneville qui sont les tumeurs corticaux, les nodules sous-épendymaires, les tumeurs à cellules géantes ou encore des anomalies de la substance blanche. Ici, nous avons résumé donc, les principales caractéristiques, notamment les tubaires qui sont très pathognomoniques et qui sont de localisation sus-tentorielle, généralement en frontale, qui se présentent sous forme de nodules triangulaires, cortico-sous-corticales à base périphérique. Au scanner, on a une hypodensité corticale ou sous-corticale, parfois calcifiée, sans prise de contraste. L'IRM est beaucoup plus sensible que la TDM, et à l'IRM, on retrouve un signal anormal d'une circonvolution cérébrale à cortex épaissi et à limite floue, au niveau signal T1 et T2 en cas de calcification, ou encore au signal lipidien s'il y a une dégénérescence cystique. Et généralement, il n'y a pas de prise de contraste. Concernant les nodules sous-épendymaires, la localisation est souvent au niveau des ventricules latérales, très rarement au niveau du V3, du V4 ou encore au niveau de la glotule de Sylvius. La distribution est souvent bilatérale et asymétrique. Alors l'aspect se présente comme un nodule faisant saillie dans les ventricules latéraux. Le scanner, on retrouve un nodule qui est iso ou hyper dense, sans prise de contraste souvent. À l'IRM, on a un signal qui dépend du degré de classification, qui peut être en hyper ou en iso signal T1, en iso ou hyper signal T2 et clair. Et s'il y a des classifications, on a un niveau signal T1, T2, avec une prise de contraste qui est nodulaire ou annulaire. On
En conclusion, le diagnostic clinique de la sclérose tubereuse de Bonneville est parfois difficile. L'IRM cérébral joue un rôle capital dans le diagnostic en mettant en évidence 4 lésions cérébrales qui sont caractéristiques. Les tubaires, les nodules sous-épongulaires, les astrocytomes à cellules géantes et les anomalies de la substance. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Bossa, pour cette belle présentation. Donc, sans tarder, j'appellerai Dr Faiz. Vous êtes là, Dr Faiz? Dr Faiz, il va nous parler de la valeur pronostique de la procalcitonine chez les patients atteints de la COVID-19. Essayez de partager votre écran. Oui, je vais partager. Très bien, vous pouvez commencer. Bonjour tout le monde, permettez-moi de faire une présentation sur notre travail intitulé « Valeur pronostique de la procalcitonine chez les patients atteints de la COVID-19 ». Pour ceci, il y a un problème. Il y a comme ça. D'accord, c'est bon. Pour ceci, on va suivre le plan classique suivant. En introduction, la pandémie Covid représente un défi scientifique, médical et social dont la gravité réside dans l'évolution clinique imprévisible de la maladie, l'identification de biomarqueurs biologiques efficaces et fiables, capables de placer les patients en fonction de leurs risques, ainsi la progression de la maladie est impérative, pour pouvoir garantir une prise en charge rapide et guider les interventions préventives et thérapeutiques. Plusieurs marqueurs biologiques ont été particulièrement explorés dans ce contexte pandémique actuel, notamment la procalcitonine. La PCT est classiquement utilisée comme marqueur diagnostique dans les infections bactériennes et peut également être élevé lors de l'identification d'infections fongiques ou parasitaires systémiques. Son rôle dans la prédiction de la gravité de la maladie COVID-19 est en train d'émerger. Les premiers études menées à la suite de la pandémie ont montré les niveaux plus élevés de la PCT dans les cas graves de COVID. Je vais passer rapidement Notre objectif était d'évaluer la corrélation entre les valeurs PCT et la sévérité de la COVID-19. Ainsi, la PCT serait-il un marqueur de pronostic prédictif de la sévérité de cette maladie? Notre étude était de type rétrospectif et descriptif portant sur les patients atteints de COVID-19, effectué au niveau du laboratoire de biochimie CHU proche de Casablanca sur une période d'une année allant du 1er 4 2020 jusqu'à le 1er 4 2021. Le source de collecte de données était fait à partir des systèmes informatiques des laboratoires. Pour les patients, c'était un ensemble de 511 patients atteints de COVID-19 confirmés par test RT-PCR SARS-CoV-2. Les patients sont divisés en deux groupes. Les patients hospitalisés dans le service de réanimation nécessitant des soins intensifs sont classés dans le groupe des cas sévères. Et les patients hospitalisés dans les autres services et ne nécessitant pas une prise en charge en soins intensifs sont classés dans le groupe des cas non sévères. Pour le dosage de la PCT, elle a été réalisée sur l'automate Architect par technique de chimiluminescence. Pour l'analyse statistique, le recueil et l'exploitation des données ont été réalisés par le logiciel Microsoft Office Excel 2013 et sur le logiciel SPS version 18. Passons maintenant au résultat. Pour la sévérité, on avait 407 patients avec des formes sévères et 105 patients avec des formes non sévères. Pour l'âge moyen était de 55 ans, 0,9 ans avec des extrêmes de 11 ans à 89 ans. Pour le sexe, 334 patients étaient de sexe masculin, soit 65,4% versus 77 de sexe féminin, soit 34%. Le sexe ratio calculé était de 1,88 pour 80. La comparaison entre les deux groupes, cas sévères et non sévères, est représentée par le tableau suivant. Je vais revenir. Pour les patients avec les formes sévères, il était significativement plus âgé que les patients avec des formes non sévères, comme la montre figure suivante, avec un médian d'âge de 60 ans dans les formes sévères versus 48 ans dans les formes non sévères. Pour la répartition selon le genre, les hommes étaient plus touchés dans les deux groupes, comme montre la figure et le tableau, avec 60
5,4% de sexe masculin dans la forme sévère et 50,6,2% dans les formes non sévères. Pour la PCT, 1713 dosages étaient effectués avec une moyenne de 3,7 dosages par patient dans les formes sévères et 1,8 dosages par patient dans les formes non sévères. Les valeurs de la PCT étaient significativement plus élevées dans les cas sévères par rapport aux cas non sévères. Pour l'analyse des herbes sur la peau de la PCT, il a montré une bonne valeur prédictive avec une herbe sur la peau de 0,820 confirmée par l'os ration égale à 1,036. Donc, une association significative entre la gravité du Covid-19 et le taux sérieux de la PCT. Ainsi, reflétant une performance pronostique élevée de ce paramètre pour évaluer les formes sévères de la Covid-19. En discussion, plusieurs études faites à la suite de cette pandémie ont montré des niveaux plus élevés de la PCT dans les cas graves de la Covid. Ceci, il peut être lié à deux hypothèses qui peuvent expliquer l'élévation de la PCT chez les patients avec les formes sévères de la Covid-19. La première, que cette augmentation est liée aux infections bactériennes secondaires et leur taux augmente la gravité de la maladie. D'autres études rapportent qu'il n'y a pas de différence significative entre le taux de la PCT chez les patients avec ou sans co-infection bactérienne. Ces observations vont dans le sens de la faible prévalence des co-infections bactériennes chez les patients Covid-19 décrites par plusieurs études. La deuxième hypothèse suggère que l'augmentation de la PCT fait partie des syndromes inflammatoires associés à la Covid, en particulier dans les cas graves. En fait, comme on le sait, dans la plupart des infections virales, le niveau d'interféron gamma est augmenté, ce qui provoque une inhibition de la production de la PCT. Mais au contraire, les protéines de SARS-CoV-2 inhibent la fonction interféron et activent les voies transcriptionnelles dépendant de stade 3, en particulier dans le monocyte, ce qui entraîne une augmentation de la production de la PCT. Les isoformes stade 3 alpha pourraient provoquer une expression accrue de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 et fournira l'entrée de SARS-CoV-2 à plus de cellules, y compris les monocytes, et donc une production supplémentaire de la PCT. En conclusion, notre travail révèle une association significative entre la gravité de la COVID-19 et le taux sérique de la PCT. Les cas sévères de la COVID ont montré des taux sériques plus élevés de la PCT par rapport aux cas non sévères. L'ensemble des études publiées à ce jour vont dans ce sens. La PCT a donc une place comme marqueur prédictif de l'évolution de la maladie au cours de l'épidémie de COVID-19. Par conséquent, une exploration plus approfondie dans divers contextes est nécessaire pour établir si l'augmentation de la PCT fait partie du syndrome inflammatoire associé à la COVID-19 ou seulement une co-infection bactérienne et inclue. Et merci pour votre attention. Merci, Dr. Faiz, pour cette belle présentation. Juste pour rappeler l'auditoire, c'est un travail que vous avez réalisé chez l'adulte et l'enfant, donc tout âge confondu, et l'âge moyen de 55 ans. Donc on est des pédiatres, pour tirer des conclusions, faire attention à ça. Merci beaucoup. Donc je suis obligé d'arrêter cette session et pour la pause café, c'est 10 minutes. Merci tout le monde.